Bienvenue à l'espace cuisine pour la sécurité alimentaire. Je suis Erika Salem, chargée de projet pour l'espace cuisine pour la sécurité alimentaire et agente de programme pour le Conseil du système alimentaire montréalais. Aujourd'hui, on va parler de l'étude Manger avec un budget serré. On va avoir une présentation des résultats. Ça va être suivi d'une discussion. Le tout a été réalisé en collaboration avec le Centre de recherche en santé publique de l'Université de Montréal. Donc, pour rappel, qu'est-ce que l'espace cuisine? L'espace cuisine, c'est un espace qui sert à rassembler les personnes qui travaillent pour la sécurité alimentaire à Montréal et ailleurs, afin de partager les outils, les bonnes pratiques, les leçons apprises issues des projets qui visent à répondre aux besoins alimentaires des Montréalaises et des Montréalais, particulièrement les plus vulnérables. Je tiens à mentionner qu'il y a plein de gens qui nous rejoignent de différentes régions du Québec, puis c'est tout à fait appréciable et apprécié, et tous vos commentaires seront les bienvenus. Le projet a été mis en place avec un focus pour Montréal, mais toutes les expériences par rapport à la sécurité alimentaire et la construction de systèmes alimentaires locaux sont intéressantes. Puis là, en levant la main ou en vous levant debout, les gens qui ont déjà participé à l'espace cuisine, je vous invite à nous faire signe. C'est juste pour voir, c'est un réchauffement pour la deuxième partie de la discussion. Donc, on a plusieurs personnes ici présentes qui ont l'habitude de l'espace cuisine. Merci d'être là et de revenir. On apprend à se connaître à travers ces webinaires-là. C'est toujours apprécié. Donc, l'espace cuisine, ça sert à favoriser un partage de la compréhension des enjeux qui sont liés à la sécurité alimentaire. On veut promouvoir les approches les plus porteuses qui sont mises en œuvre à Montréal. On veut renforcer la coopération entre les acteurs et actrices de la sécurité alimentaire, puis on veut travailler pour harmoniser le travail réalisé en sécurité alimentaire. Voyons. Oui, harmoniser le travail réalisé en sécurité alimentaire pour la construction de systèmes alimentaires locaux, notamment en clarifiant le rôle et l'action de chacune et chacun des différents paliers d'action. On a des gens qui travaillent pour la sécurité alimentaire dans des tables de quartier, dans des OBNL, dans les arrondissements. On a des gens au niveau supralocal dans des organisations comme des réseaux, réseaux alimentaires de l'Est. On a des gens au niveau régional de la santé publique, des OC, des CIUS. Bref, on a une pléthore d'acteurs qui travaillent pour la sécurité alimentaire qui ont l'espace cuisine sert à rassembler tous ces gens-là. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Geneviève Mercil, qui est nutritionniste et professeure au département de nutrition et chercheuse au Centre de recherche en santé publique. Mme Mercil est animée par son engagement en faveur de l'équité. Ses travaux portent sur les inégalités sociales de l'alimentation et sur les interventions qui visent à les réduire. Tous ces travaux de recherche implique une collaboration étroite avec un grand nombre de partenaires communautaires, institutionnels, philanthropiques et citoyens dans le processus de recherche. Donc, je pense que sans plus tarder, bon, aujourd'hui, je vous rappelle, on va explorer les résultats de l'étude Manger avec un budget serré et puis on va voir comment les ménages les plus défavorisés à Montréal gèrent leur alimentation. On va pouvoir questionner le lien, notamment entre la présence d'initiatives en sécurité alimentaire près de chez eux et leurs pratiques en alimentation. Puis, on va pouvoir discuter des résultats de cette recherche. Donc, c'est à ce moment que je vais arrêter de partager mon écran et que je vais laisser le contrôle. Ah, voilà, merci. Ben, merci, Erika. Merci de m'inviter à cet espace que j'adore, l'espace créé par le Conseil SAM. C'est vraiment un plaisir pour moi d'avoir l'occasion d'échanger avec vous puis justement de retourner des résultats à la communauté, là, donc des projets de recherche qu'on mène un peu en catimini, puis de temps en temps de pouvoir revenir à la lumière avec ces travaux-là. Donc, je vais tenter de partager mon écran. Erika, tu me diras s'il est bien partagé. C'est fantastique. Ah, merveilleux. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est une étude que j'ai dirigée qui s'appelle Manger avec un budget serré. C'est une présentation de résultats qui sont, somme toute, préliminaires, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore fait l'objet de publications scientifiques. Et puis, sans plus tarder, je vais vous présenter l'équipe de recherche. Donc, pour réaliser cette étude-là, on est plusieurs chercheurs de diverses disciplines et de diverses institutions. Donc, on est 4 institutions qui travaillons ensemble. Et tout ça était sous la coordination de Asma El Mapko, qui était notre super coordonnatrice scientifique.
c'est vraiment elle qui avait les deux mains dedans dans l'étude tout au long du déroulement de l'étude. Donc, qu'est-ce que l'étude Manger avec un budget serré? Bien, d'abord, c'est un budget qui a été octroyé par le PAGIEPS, donc le Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale, donc à travers la mesure 13.1. C'est des fonds spéciaux qui ont été octroyés justement parce qu'on voulait produire des connaissances sur comment les personnes arrivent à se nourrir en fonction de leur environnement alimentaire et en fonction d'initiatives qui seraient plus ou moins présentes dans leur communauté. Donc, à part ça, ben, on a 5 étudiants qui ont pris part à l'étude et 8 professionnels de recherche. Et tout ça, comme je travaille en méthode participative, ben, on avait un comité consultatif que je vais pouvoir vous présenter tantôt. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, ben, c'est important de rappeler ce préambule de qu'est-ce que la sécurité alimentaire. Donc, je sais que probablement tout le monde connaît la fameuse définition de la FAO, mais c'est important de la restituer ici. Donc, surtout les dimensions de la sécurité alimentaire. Donc, c'est que tout, à l'échelle des collectivités ou à l'échelle des communautés, c'est de faire en sorte que tous les êtres humains ont à tout moment l'accès physique, social et économique à une nourriture qui est suffisante, nutritive et saine pour satisfaire leurs besoins et selon leurs préférences alimentaires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les dimensions. Donc, on parle d'avoir de la nourriture qui est disponible, on parle d'accès, mais l'accès n'est pas que physique, l'accès, il y a plusieurs dimensions à l'accès. On parle de stabilité à court terme, donc de faire face aux chocs qui se produisent dans notre communauté, mais aussi aux chocs que les gens peuvent vivre à l'échelle de leur ménage. Puis ce qui va particulièrement nous intéresser dans Manger avec un budget serré, c'est comment les gens vont utiliser les ressources. Donc, est-ce qu'ils sont capables d'utiliser les ressources dans la communauté? Est-ce qu'ils ont les capacités de transformer ces aliments-là? Est-ce qu'ils ont l'équipement qu'il faut? Et puis, on va s'intéresser beaucoup à l'agentivité. Donc, la capacité de prendre des actions, la capacité d'agir dans le système alimentaire qui peut être individuel ou collectif. Donc, si je replace cette grande définition de sécurité alimentaire avec l'insécurité alimentaire telle qu'elle est vécue par les ménages au Canada, ce qu'on va mesurer, c'est quand c'est difficile, incertain ou impossible d'acquérir des aliments en raison de contraintes financières. Donc, c'est une partie de la sécurité alimentaire qu'on va mesurer en tant qu'expérience d'insécurité alimentaire des ménages. L'insécurité alimentaire, c'est une problématique qui est persistante, même en boom économique. On est toujours à des taux qui frôlent le 10 ou au-dessus de 10 il y a des conséquences sur la santé et la qualité de vie. Ça implique des coûts sociaux qui sont énormes. L'insécurité alimentaire, c'est quoi? Ben, c'est un marqueur de privation matérielle généralisée, hein? C'est un aboutissement. Et puis, c'est un marqueur au sein de notre société, c'est un marqueur de répartition inéquitable des richesses, de discrimination et d'exclusion. Parce que quand on regarde qui est affecté par l'insécurité alimentaire, ben, on se rend compte que ce sont des groupes qui sont socialement discriminés bien souvent. Et donc, les conditions sociales qui prévaut actuellement perpétuent l'insécurité alimentaire puis sont profondément enracinées dans notre société. Donc, si je reviens à ce qu'on mesure quand on mesure l'insécurité alimentaire par rapport à cette grande définition, bien, on va mesurer le manque d'accès économique aux aliments pendant une certaine période de temps. Donc, on le mesure sur une période d'1 an. Et puis, ce qu'on va beaucoup regarder, c'est comment les gens ils sont capables de se procurer des aliments et donc d'arriver à se nourrir ou à nourrir leur famille. Donc, j'ai souligné ici quelles étaient les petites nuances entre l'expérience d'insécurité alimentaire des ménages par rapport à cette grande vision de la sécurité alimentaire. Donc, si je reviens au contexte de l'étude Manger à budget serré, c'était réalisé en pleine COVID. Donc, si vous vous rappelez, n'est-ce pas, la COVID, c'est un perturbateur qui est extrême, qui a eu des effets marqués
à la fois sur la chaîne d'approvisionnement, sur les environnements alimentaires locaux, sur la sécurité alimentaire, puis ça a profondément changé les habitudes alimentaires des gens. Par la suite, il y a eu l'inflation record qui n'a pas tardé à se manifester. Donc, dès juillet, nous, on est en pleine collecte de données. Donc, dès juillet jusqu'à la fin de notre collecte de données, l'inflation augmentait de mois en mois. Puis, je vous ai mis quelques chiffres ici, là. Donc, jusqu'à 6,2 pour le logement en janvier, 6,5 pour l'inflation. Puis, on sait que quand on n'est pas riche, ce sont des coûts qui sont une hausse du coût de la vie qui est difficile à assumer. Et ce qui a fait dire dans le dernier rapport le dernier rapport canadien sur la sécurité alimentaire que si les revenus ne suivent pas cette situation-là d'inflation, ben on prévoit que ça va s'aggraver, puis on voit ces manifestations-là actuellement. Donc, nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est que pour les populations à faible revenu, leur accès aux aliments ou leur possibilité de bien se nourrir, souvent, ça va impliquer l'utilisation de plusieurs canaux d'alimentation qui vont bien au-delà des commerces. C'est ce qu'on a voulu mesurer. Ça va dépendre aussi de l'environnement social. Donc, ça peut inclure des initiatives ou des organismes communautaires en sécurité alimentaire, aller chercher de l'aide, et d'autres espaces alternatifs qui sont toutes sortes d'interventions qu'on essaie de mettre en place justement pour faciliter l'accès aux aliments sains comme les kiosques, le jardinage communautaire, ce genre d'initiatives-là. Et aussi, ça va dépendre évidemment des ressources et des contraintes physiques des gens. Et durant la pandémie, ben, on sait que les ménages à faible revenu n'ont pas tous été exposés aux mêmes risques, puis il n'y avait pas tous les mêmes capacités d'adaptation. Donc, c'est vraiment là-dedans qu'on va rentrer avec les résultats de l'étude. Donc, notre question, c'était comment les ménages à risque d'insécurité alimentaire y ont géré leur alimentation en fonction de leur situation, leurs ressources, leurs contraintes, mais aussi en fonction à ce sur quoi ils avaient accès dans leur environnement alimentaire, dans leur milieu de vie. Puis on a voulu savoir, est-ce qu'il y a une relation entre ces besoins-là des ménages puis la présence d'initiatives en sécurité alimentaire dans leur milieu de vie. Donc, c'était l'objectif de l'étude, de comprendre la complexité des pratiques d'alimentation parmi celles qui étaient les plus défavorisées à Montréal. Donc, ce qu'on a fait, donc on a utilisé un devis mixte, c'est-à-dire que c'est pas juste, il y a comme 3 études dans notre étude. Donc, on a voulu déployer l'étude en 3 volets pour maximiser, en fait, avoir la plus grande diversité possible des types d'environnements alimentaires dans lesquels vivent les gens, puis aussi avoir la plus grande diversité possible de populations ou de ménages en insécurité alimentaire en termes de diversité, là, de ménages, d'origine, etc. Puis il faut dire aussi que recruter des populations à faible revenu dans des études, c'est un défi de plus parce que ce sont des populations difficiles à rejoindre. On va dire qu'ils sont cachés. C'était particulièrement vrai dans le contexte de la pandémie. Donc, je vais vous présenter quelques stratégies qu'on a utilisées pour essayer de rejoindre nos personnes, nos participants. Nous, on a employé une gouvernance participative, c'est-à-dire que chacun des milieux de vie qui étaient sélectionnés, on a collaboré étroitement avec des intervenants dans chacun de ces milieux de vie-là, mais aussi avec notre bailleur de fonds, la Ville de Montréal, puis on avait aussi un père aidant, donc un expert de vécu. Et tout ça a fait en sorte qu'on a pu s'adapter et bonifier l'étude tout au long. Évidemment, on reconnaît la mobilisation et la formation à travers des compensations. Donc cette espèce de cette communication-là, elle est reconnue par l'étude. Donc, c'est-à-dire, on compensait nos participants, on a compensé aussi les intervenants qui ont donné de leur temps pour que cette étude-là fonctionne. Donc, ce que moi, je vais insister, donc c'est une grande étude, ce que je vais insister surtout, c'est sur les pratiques d'acquisition des aliments, sur les parcours de vulnérabilité à l'insécurité alimentaire, puis sur les stratégies d'adaptation qui sont déployées par les gens durant la pandémie.
Donc, on va essayer d'interpréter ça pour nos interventions, puis on va ouvrir la discussion tous ensemble. Est-ce que ça va jusque-là, Erika? Est-ce que ça va jusque-là, tout le monde? Pour moi, ça va certainement, mais je pense que Petit pouce en l'air, ou je ne sais trop. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, comment on a déployé l'étude? Donc, dans le premier volet, il fallait sélectionner des milieux de vie. Et donc, dans le territoire de Montréal, il y a des voisinages sociologiques, il y en a une centaine. Donc, on est allé chercher dans les voisinages les plus défavorisés. On est allé en chercher 4 qui avaient des grandes différences entre eux en termes d'environnement alimentaire. Donc, on a pris 2 voisinages au nord qui sont Saint-Léonard-Sud et Chamran. Donc, Chamran qui est dans la ville Saint-Laurent, où est-ce que ce sont des voisinages où il y a beaucoup de familles immigrantes, puis qui sont 2 voisinages où il y a peu de ressources en sécurité alimentaire. Donc, dans Saint-Léonard, il y a beaucoup de commerces. Dans Chamran, il n'y a rien. Il n'y a pas beaucoup, très, très peu de commerces, très, très peu d'initiatives. On a combiné avec 2 voisinages qui sont situés plus au sud, plus près du centre-ville, donc Sainte-Marie. Sainte-Marie, qui est dans le quartier centre-sud, donc où est-ce qu'il y a beaucoup de populations défavorisées, mais plus des populations qui vivent seules, mais où est-ce qu'il y a énormément d'initiatives, mais peu de commerce. Donc, Sainte-Marie est souvent qualifiée comme un désert alimentaire. Et finalement, notre dernier voisinage qui est le Faubourg. Donc, dans le Faubourg, il y a beaucoup de commerces, beaucoup d'organismes. Donc, si vous pouvez voir, là, ce sont 4 voisinages, 4 milieux de vie où est-ce qu'il y a une grande diversité en termes d'environnement alimentaire. Puis ça nous a permis aussi d'aller chercher une grande diversité de populations qui sont à risque d'insécurité alimentaire. Donc, ce qu'on voulait analyser, puis ce que je vais vous présenter, donc vous voyez un petit peu notre cadre conceptuel. Je sais que j'ai fait des petits dessins et des petites flèches. Donc, si je vous les présente ici. Donc, ce que je vais commencer par vous présenter, en rouge, c'est la situation de sécurité alimentaire dans la population qui a participé à l'étude. Ensuite, on va s'intéresser en jaune aux pratiques d'acquisition des aliments. Donc, on va présenter des profils, puis on va regarder quelle est la relation entre ces pratiques-là puis la qualité de l'alimentation, puis en fonction de l'environnement alimentaire où les gens sont. Puis finalement, on va aller plus en détail dans les parcours de vie. Donc là, on va employer une perspective dynamique, temporelle, là, dans le temps, puis on va regarder les parcours de vulnérabilité qui étaient présents avant la pandémie et depuis la pandémie. Fait que ça nous donne un regard un petit peu plus longitudinal là, sur une période de presque 3 ans. Donc, en gros, ce sont les trois volets que je vais pouvoir vous présenter ce matin. Voilà. Donc, si je retourne à mon enquête, donc dans les 4 milieux de vie, on a commencé à l'automne 2020, hein, parce qu'il y avait la pandémie. On sait que ça l'a perturbé là, les environnements. Donc, on a fait une mise à jour très exhaustive, puis une cartographie à la fois des commerces, puis à la fois des organismes. Donc, on est allé vraiment sur le terrain, on a audité les commerces, puis on a refait un répertoire des organismes, puis on a essayé de voir aussi comment les services avaient évolué, là, puisque à cette époque-là, il y avait beaucoup de restrictions sanitaires et donc beaucoup de services qui avaient cessé leur activité. Et les activités d'urgence, d'aide alimentaire d'urgence, eux qui étaient priorisés. Donc, on a mis ça à jour. Ensuite de ça, à partir de l'hiver 2021, donc en pleine vague de COVID, Omicron avec où est-ce qu'on avait aussi le couvre-feu à cette époque-là. Donc, jusqu'au mois de décembre, on a recruté 467 personnes qui étaient à faible revenu dans nos voisinages, qui étaient responsables des provisions et qui parlaient français ou anglais. Puis finalement, dans le volet 3, c'est qu'on est allé prendre un sous-échantillon parmi nos 467. Et là, on a voulu documenter un petit peu plus le parcours de vie des gens. Donc, on a pris des gens qui utilisaient les ressources communautaires, puis des gens qui n'utilisaient pas les ressources communautaires.
Puis il y avait différents niveaux de gravité à l'insécurité alimentaire. Et là, on est allé creuser, on est allé jaser avec eux pour savoir leur vécu, comment ils se débrouillaient pour acquérir des aliments, quelles stratégies qu'ils ont utilisées et quels étaient leurs besoins, ce qui vient beaucoup enrichir notre compréhension sur ce phénomène-là et comment les gens essaient de gérer. Je vais aller rapidement sur les défis de recruter des participants qui sont cachés. Ça nous a occasionné beaucoup de défis. Donc, on avait anticipé ça, en fait, parce qu'on avait décidé de prendre plusieurs stratégies de recrutement pour être certain qu'on était représentatif des populations de chacun des voisinages. Ce qu'on a fait, donc, ce qu'on a fait, à gauche, vous voyez un exemple de petite carte postale ou d'affiche. Donc, on est allé porter dans chaque voisinage à peu près 2000 cartes postales dans chaque voisinage. On a affiché des affiches partout de façon électronique dans les différents milieux. Ça nous a permis de commencer à recruter des participants. Et aussi, on a utilisé une stratégie qui est très originale, là, que vous voyez à droite, qui est l'échantillonnage par les pairs. C'est-à-dire, ça fonctionne un peu comme un cultivateur. Donc, en haut, il y a le petit bonhomme qui est le cultivateur qui va distribuer des semences qui sont des coupons pour inviter les gens qui répondent aux critères pour être admis dans l'étude. Et que là, quand on avait un participant qui nous appelait, bon, on lui offrait lui aussi d'être un cultivateur puis de recruter parmi ses voisins. Donc ainsi de suite. Ça nous a permis de recruter quand même un grand nombre de participants. Puis ensuite de ça, on a utilisé, à mesure que les restrictions sanitaires étaient plus, disons, moins restreintes, qui étaient assouplies en fait, on a utilisé d'autres stratégies. Puis une des stratégies qu'on a pu enfin faire à partir de l'été, c'est nous-mêmes aller sur le terrain. Et puis ça, c'est très important quand on recrute des populations vulnérables, que l'équipe de recherche soit sur le terrain, mais c'est quelque chose qu'on a pu faire seulement à partir de juillet 2021. Donc, avec tout ça, on est allé chercher 467 personnes qui ont répondu à l'enquête et ensuite 24 participants pour les récits de vie. Est-ce que ça va jusqu'ici? On a des têtes qui hochent et des pouces en l'air. Ça semble rouler. On Ça va semble même pouvoir correct. te revenir avec des questions déjà. Parfait. Parfait. Donc là, on va arriver dans le crunch des résultats. Donc, je vais commencer par vous décrire, en fait, il faut savoir à qui on a affaire. Donc, qui sont nos participants? Ce que je vais vous présenter, c'est que c'est la diversité des profils sociodémographiques, que l'insécurité alimentaire est très prévalente. Puis ensuite, on va parler de gestion de sécurité alimentaire. Donc, on va présenter des profils de pratiques d'acquisition. Puis on va parler des nombreuses stratégies d'adaptation qui sont déployées en fonction de parcours de vulnérabilité. Donc, les profils. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que, ce qui est bien dans cette étude-ci, c'est qu'on a un bon pourcentage de messieurs qui ont participé à l'étude. Donc, on a quand même presque 40 de messieurs. Habituellement, c'est beaucoup les femmes qui sont responsables de faire les provisions. Donc, dans ce cas-ci, on a un bel équilibre. Donc, ce sont des personnes, on a la moitié que ce sont des personnes seules, des ménages composés de personnes seules. Le reste, ce sont des ménages avec des adultes, avec ou sans enfants. On a aussi des familles monoparentales. Dans l'étude, on a la moitié qui sont des immigrants, puis surtout des immigrants un peu plus récents. La moitié sont des Canadiens natifs. On a aussi des gens qui ont une scolarité très élevée, avec 40 des gens qui ont une scolarité très faible. Tous ont un revenu faible puisque c'était un critère. Et quand même, parmi nos participants, le quart avait des revenus qui provenaient d'un travail, donc qui étaient actifs sur le marché du travail. Selon nos différents voisinages, il y a comme deux profils qui se distinguent, donc dans Chameran et dans Saint-Léonard, donc plus au nord de la ville.
C'est vraiment des familles plus jeunes, c'est nos immigrants, ce sont des ménages avec enfants et ils sont scolarisés. Tandis que dans Faubourg et dans Sainte-Marie, ce sont des adultes plutôt d'âge mûr. Il y a des personnes âgées aussi, des participants nés au Canada qui vivent seuls et qui sont vraiment beaucoup moins scolarisés. Mais entre les deux sous-groupes, il n'y a pas de différence par rapport à le statut ou la gravité de la sécurité alimentaire. Comme je vous disais, l'insécurité alimentaire était très présente parmi nos participants. On les a sélectionnés par rapport à leurs revenus, mais quand même, c'est des résultats surprenants. Ce que vous voyez dans le cercle à gauche, IAG, IAM, donc insécurité alimentaire modérée, insécurité alimentaire grave, c'est 75% à peu près de nos participants qui avaient vécu l'une ou l'autre de ces situations-là dans la dernière année. Donc, seulement 23% qui étaient en situation de sécurité alimentaire, disons, relative. Et ce qu'on a pu mesurer, en fait, c'est que on a voulu savoir, bon, qui était plus à risque, quels étaient les facteurs qui faisaient en sorte que les gens étaient plus à même de vivre une situation grave. Ben, c'est plus le revenu était faible, plus la scolarité était faible, mais il y a deux aspects qui ont attiré notre attention, c'est qui reviennent dans l'étude, c'est le fait de ne pas avoir accès à du transport, à une auto pour faire son épicerie, puis une santé physique et mentale qui est vraiment dégradée. Sinon, il n'y a pas de lien avec le milieu de vie, ni avec la proximité des organismes à partir du domicile. Donc, maintenant, je vais rentrer dans les profils de pratique d'acquisition des aliments qu'on a pu essayer de mettre en lumière. Un des résultats qui nous a surpris, c'est comment les gens ont beaucoup utilisé les ressources communautaires. Parce que la recherche dit que c'est vraiment pas tous les personnes en insécurité alimentaire qui vont fréquenter les ressources. C'est autour de 20 à 30% environ. Mais ce qu'on a trouvé dans notre population, c'était que plus de la moitié étaient des utilisateurs réguliers, quand même 27% qui étaient des utilisateurs sporadiques, puis seulement 1 sur 5 n'était un non-utilisateur. Donc, ça, c'est quelque chose qui était surprenant quand même, qui pourrait peut-être s'expliquer par le contexte de la COVID, mais c'est un petit peu difficile de comparer avec la littérature à cette étape-ci. Là, je vous amène tranquillement on a parlé de l'utilisation des ressources communautaires, mais là, on va parler de comment les gens utilisent un ensemble de ressources pour se nourrir. Donc, on a fait des statistiques à ce sujet-là pour dégager des profils et ce qu'on a rentré dans notre soupe statistique, c'est qu'on a pu mesurer les types de commerces que les gens fréquentaient. Est-ce qu'ils allaient dans un supermarché? Est-ce qu'ils allaient dans une fruiterie, dans un méga magasin? Donc, on a ces informations-là. On a la fréquence globale de magasinage par mois. On a la distance qui était parcourue, leur mode de transport. On a aussi des informations qu'on a pu rentrer sur l'utilisation des ressources communautaires. Donc, à la fois les ressources traditionnelles, donc plutôt de l'aide alimentaire, et d'autres sources d'approvisionnement plus alternatives comme les marchés et les kiosques saisonniers. Donc, on va voir qu'est-ce que ça a donné. Ça nous a donné 4 profils de pratique. Donc, on a 2 profils où les gens, ils sont des maximisateurs. Ils vont vraiment utiliser le plus de ressources possibles pour se nourrir. Donc, à gauche, ceux qui vont utiliser un maximum de ressources, mais un peu plus à distance, puis à droite, c'est ceux qui n'ont pas d'auto et qui vont magasiner près de chez eux. Donc, ceux d'à gauche, ils vont utiliser des ressources, mais des commerces de grande surface. Ils vont aller dans les clubs entrepôts, les Super C, Maxi. Ils vont aussi aller dans les fruiteries. Ils vont utiliser régulièrement l'aide alimentaire. Tandis qu'à droite, ils vont
ils ne vont pas aller dans les très, très grandes surfaces. Ils vont utiliser régulièrement l'aide alimentaire. Ils vont aussi utiliser les ressources alternatives, là, les marchés puis les kiosques, et 40 d'entre eux jardinent. Donc, ce sont 2 premiers profils. Ensuite, on a des utilisateurs restreints. Donc, on peut penser qu'ils sont peut-être un petit peu plus fragiles. Donc, ceux qui sont à proximité, ben eux, ils n'ont pas d'auto. Ils vont près de chez eux, mais ils utilisent un nombre très limité de ressources. Ils vont surtout aller dans les supermarchés, la moitié à peu près dans les Maxi Super C. Ils vont utiliser régulièrement l'aide alimentaire, mais pas les autres ressources alternatives qui peuvent exister dans leur quartier. Tandis que là, on a un profil qui, eux, on les a appelés « je me démène » parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'accès à une voiture, mais ils vont magasiner loin quand même. Ils vont fréquenter un nombre limité de ressources. Ils n'utilisent pas l'aide alimentaire. Donc, les non-utilisateurs de banque alimentaire, ils sont dans ce groupe-là. Donc là, je sais, vous êtes peut-être un petit peu mêlés, mais on va aller regarder comment ces profils-là se répartissent selon les milieux. Si je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Oui, on voit bien, Geneviève, quand tu déplaces ta souris. OK. Donc, SLS et Chameran. Donc, Saint-Léonard et Chameran, ce sont 2 quartiers où il n'y a pas de ressources communautaires, mais quand même, on retrouve des participants qui habitent dans des zones où il n'y a pas de ressources communautaires, mais qui sont des grands utilisateurs. Après ça, ici, on a des personnes qui n'utilisent pas du tout les ressources communautaires, donc le groupe « Je me démène ». Ils n'utilisent pas du tout l'aide alimentaire, mais ils habitent quand même dans des quartiers où il y en a beaucoup. Puis, d'un autre côté, on a aussi des personnes qui habitent en jaune. On a des personnes qui habitent dans des milieux où il y a beaucoup de ressources, puis qu'ils utilisent. Donc là, dans des quartiers où il y a beaucoup de ressources, ben, il y a du monde qui les utilise, il y a du monde qui les utilise pas. Puis dans des quartiers où il y a peu de ressources, ben, il y a du monde qui vont quand même s'organiser pour utiliser les ressources communautaires. Donc, a priori, c'est difficile de voir est-ce qu'il y a une relation entre la proximité à des ressources en sécurité alimentaire et leur utilisation. Bien, pas pour les banques alimentaires, mais peut-être oui pour tout ce qui est kiosque, kiosque, jardin, ce genre d'initiative-là, oui, il pourrait y avoir une certaine relation. Mais encore là, il y a des gens qui les utilisent, puis il y a des gens qui ne les utilisent pas. Puis là, ici, quand on regarde comment les gens se débrouillent avec leur qualité de l'alimentation, en bleu, vous avez la consommation moyenne de fruits et légumes, puis en rouge, ben, c'est la consommation de boissons sucrées. Ceux qui maximisent, ceux qui utilisent une grande variété de ressources, c'est eux autres qui se débrouillent le mieux. Tandis que ceux qui sont les utilisateurs restreints, surtout le numéro 2, en fait, celui qui utilise à proximité, c'est eux qui ont vraiment la moins bonne qualité d'alimentation. C'est les plus grands consommateurs de boissons sucrées, c'est les moins bons consommateurs de fruits et légumes. C'est une bonne différence avec les maximisateurs. Puis, quelque part entre les deux, ben, on a le groupe « Je me démène ». Qu'est-ce qu'on pourrait bien retenir de tout ça? Bien là, il faut creuser un petit peu plus pour voir ben, qui est dans chacun de ces groupes-là. Puis là, ben, c'est là que ça devient intéressant. Dans le profil des maximisateurs, donc ceux-là qui utilisent le plus des ressources à distance, c'est là qu'on a le plus d'immigrants, on a les gens, donc c'est le carré bleu à gauche en bas, ce sont les gens les plus scolarisés, les plus jeunes, les plus en santé. Donc, les étudiants, la majorité travaille, c'est là aussi que les étudiants, c'est là aussi que les familles monoparentales. Donc, puis c'est là qu'il y a le plus de femmes en proportion des hommes. Donc, eux, comment je pourrais dire, ils sont plus équipés, ils ont plus de ressources et de capacités
pour pouvoir maximiser l'utilisation. À droite, ben, c'est un groupe très intéressant parce que c'est quand même un groupe qui est très peu scolarisé, qui sont prestataires de prestations du gouvernement. Ils sont quand même en insécurité alimentaire grave, mais sont relativement en bonne santé. Mais eux, ils vont maximiser les ressources de proximité. Tandis que si je compare avec ceux qui sont des utilisateurs restreints, c'est eux qui semblent les plus, qui disposent le moins de ressources. Ce sont vraiment les moins scolarisés, ce sont vraiment les moins en santé. Et c'est dans ce groupe-là qu'on a le plus d'insécurité alimentaire grave et le plus de monsieur. Donc, c'est le seul groupe où il y a plus de monsieur que de femmes. Donc, 0,91, c'est comme le ratio entre les hommes et les femmes. Puis finalement, ben, ceux qui se démènent, ben, en fait, il y a plus de travailleurs là-dedans. Ils ont plus de revenus d'emploi, sont un petit peu plus scolarisés, donc c'est comme si eux, ils veulent se débrouiller par eux-mêmes. Donc, ce profil-là n'est pas très clair, il mérite une exploration plus approfondie, mais c'est ce qu'on est capable de dégager présentement. Donc, maintenant, je vous amène dans la partie qualitative de l'étude. Là, on va regarder plus en détail un inventaire de stratégies d'adaptation pour gérer sa sécurité alimentaire dans un contexte contraignant. Donc, qu'est-ce que nous ont révélé nos récits de vie? On en a analysé 12 en très grande profondeur. Les 12 autres sont en train d'être analysés, mais les résultats vont dans le même sens de ce que je vous ai présenté. Et d'ailleurs, Marjolaine, dont c'est la maîtrise, est ici aujourd'hui. Donc, ce que nous a révélé nos résultats, c'est que la vulnérabilité à l'insécurité alimentaire, elle a été augmentée durant la pandémie pour tout le monde. L'analyse, nos récits de vie ont révélé 3 parcours que je vais vous présenter tout à l'heure, 3 parcours de vulnérabilité selon un continuum de gravité. Tout le monde a utilisé plus de stratégies d'adaptation, puis le nombre de stratégies, leur fréquence, va varier en fonction des parcours de vulnérabilité, de certaines caractéristiques des participants que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, si je reviens, la pandémie a augmenté la vulnérabilité de tous les participants. Notamment, il y avait comme 3 raisons qui ressortaient des récits. Donc, premièrement, l'inquiétude de contracter la COVID qui faisait que les gens changeaient beaucoup le fait de sortir de chez eux, d'aller chercher la nourriture. L'augmentation du coût des aliments. Donc, l'inflation se faisait ressentir et aussi la perte d'emploi ou la diminution du revenu familial. C'était un autre facteur qui est ressorti des récits. Donc, ce sont les 3 raisons. Ensuite de ça, on a pu mettre en lumière 3 parcours de vulnérabilité là, on regardait jusqu'à 1 an avant la pandémie et depuis la pandémie. Puis, on va vous présenter un continuum. Donc, le premier parcours, c'est ceux qui ont un accès stable aux aliments. Donc, ils ne sont pas riches, mais ils n'ont pas eu de limitation tellement dans leur alimentation. Ils ont été relativement peu affectés par la pandémie. Donc, je vais vous laisser lire les verbatims pour quelques instants. Ensuite, on a le parcours avec des épisodes ponctuels de manque d'accès aux aliments. Donc là, c'est un parcours qui est un petit peu plus en dents de scie, où est-ce qu'il y avait des situations d'insécurité alimentaire qui avaient pu être vécues dans le passé ou depuis la pandémie, mais de manière plus épisodique. Puis finalement, pardon, et le troisième parcours qui est un parcours avec un manque d'accès chronique. Donc, où est-ce que là, les ressources et les capacités ils étaient limitées pour se nourrir depuis longtemps, donc avant la pandémie, depuis la pandémie, et que
c'est dans ce parcours-là qu'on remarque un impact le plus notable sur l'alimentation en termes de quantité et de qualité. Maintenant, comment ces parcours-là viennent façonner les stratégies d'adaptation que les gens ont pu utiliser? Bien, ici, je vous présente l'ensemble des stratégies d'adaptation qu'on a répertoriées à travers les récits. Donc, que Marjolaine a pu répertorier. Il y en a 16 différentes et tout le monde en a utilisé plus depuis l'implantation des mesures sanitaires. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a pu les regrouper en 5 types de stratégies. Donc, les stratégies alimentaires, planifier plus, consulter plus les circulaires, acheter moins d'aliments essentiels, acheter moins de biens non essentiels, donc d'autres biens, acheter plus de biens de seconde main. C'était aussi utilisé. Il y avait des stratégies sociales, donc d'avoir de l'aide des proches ou d'aller dans des événements sociaux où la nourriture était gratuite. Et il y avait les stratégies où on utilise les ressources dans la communauté, donc aller chercher de l'aide alimentaire ou de participer à d'autres types de services, comme rentrer dans des groupes de cuisine collective. Puis, ce qui est ressorti aussi, qui est peut-être un peu plus spécifique au contexte de la pandémie, c'est tout l'aspect service de livraison, qui est comme une nouvelle stratégie là, qui a beaucoup pris d'ampleur durant la pandémie, puis recevoir de l'aide des proches. Puis, ce qu'on a pu voir aussi, c'est que les gens, par peur de contracter la COVID, ils magasinaient moins souvent, ils allaient dans un moins grand nombre de magasins aussi. Geneviève, Mais là, il est quand on passe... 11h12. Pardon? Il est 11h12, je ne savais pas. Parfait. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que plus les participants y étaient vulnérables, plus ils étaient contraints d'utiliser des stratégies de dernier recours. Parce que là, on a pu classer, selon les parcours de vulnérabilité, les stratégies de premier recours et de dernier recours. Donc, ce qu'on voit dans l'escalier, on voit que les gens qui ont un accès stable aux aliments, ceux qui ont manque d'accès ponctuel, ceux qui ont manque d'accès chronique. Ceux qui ont un accès stable aux aliments utilisaient strictement des stratégies alimentaires, puis se priver ou en tout cas réduire les achats des biens moins essentiels. Ceux qui étaient avec un manque d'accès épisodique, les stratégies de premier recours étaient plus suffisantes. Donc, eux, ils ont été obligés d'utiliser de plus en plus des stratégies où est-ce qu'on va vers le dernier recours, donc aller plus dans les ressources communautaires, acheter des biens de seconde main. Mais là, dans le manque d'accès chronique, c'est que même ces stratégies-là, d'utiliser les ressources communautaires, c'était plus suffisant. Donc, eux, on va remarquer plus de stratégies sociales, donc d'avoir de l'aide des proches, des événements, aller chercher de la nourriture gratuite dans des événements, emprunter de l'argent, se priver de manger, puis voler. Donc, on voit qu'il y a comme une gravité d'utilisation des stratégies selon des parcours qui sont dynamiques dans le temps. Puis là, finalement, quand on regarde selon des caractéristiques plutôt sociodémographiques, on remarque aussi certains profils qui se distinguent. Donc, les hommes seuls, eux, ce qu'on a remarqué, c'est qu'ils étaient plus prompts à utiliser des stratégies extrêmes. Il y avait plus de problèmes de santé physique, mentale, ils étaient plus à risque d'itinérance aussi. Ils étaient plus prompts à diminuer la quantité d'aliments. Puis eux, ce qu'ils préfèrent, c'est les bons d'achat plutôt que d'avoir des dons. Donc, ils préfèrent soit des bons d'achat ou aller dans les soupes populaires et les repas communautaires. Eux, ils ont été beaucoup affectés durant la pandémie quand ces services-là n'étaient pas disponibles. C'est la même chose pour les personnes âgées. Donc, eux aussi, là, le manque d'accès physique a vraiment joué un grand rôle durant la pandémie parce qu'ils étaient complètement isolés. Donc, ça a aggravé leur difficulté d'accès. Ils ont utilisé beaucoup les popotes roulantes, mais ils trouvent ça cher. Ils ont utilisé les services de livraison des banques alimentaires, mais par contre, il n'y avait pas le choix des aliments, donc ils déploraient la qualité des aliments qui étaient livrés. Puis pour les parents, on avait surtout des parents qui étaient issus de l'immigration, mais pas juste ça. Eux, ils sont plus jeunes, en meilleure santé, ils accordent une grande valeur à la nutrition et à la santé de leur famille.
eux, ils ont utilisé les banques alimentaires beaucoup, beaucoup, puis plus qu'une, et que là, ce sont les parents qui vont utiliser les dons d'aliments pour se nourrir eux et qui vont garder les sous pour acheter des aliments de meilleure qualité pour leurs enfants. Donc, on voit comment tout ça se croise de manière complexe pour détailler, donner un éventail de stratégies. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est que même à l'intérieur de notre population, il y avait des inégalités sociales de l'alimentation, que les personnes plus jeunes, plus scolarisées, tout ça, ils s'en sortent mieux, que les immigrants récents aussi s'en sortent mieux, sauf quand ils deviennent en insécurité alimentaire grave. Ils sont de très grands utilisateurs de ressources, que gérer sa sécurité alimentaire, c'est complexe, puis surtout les gens, ils sont vraiment pas passifs. Ils vont déployer de nombreuses actions. Ils vont avoir des pratiques d'acquisition qui sont variées, autant pour faire l'épicerie que pour utiliser les ressources communautaires. Et que cette utilisation-là, elle s'est généralisée durant la pandémie et que le recours à l'aide alimentaire ne dépendait pas de la proximité, ni de la gravité de l'insécurité alimentaire, mais du besoin ressenti en fonction des profils. Ce qu'on a pu remarquer, c'est que l'utilisation des ressources alternatives, comme les kiosques, tout ça semble plus fréquente là où elles existent. Donc, je peux arrêter ici si tu veux, et puis on pourrait commencer la discussion. Ou je pourrais sauter tout de suite à la conclusion, Erika? Ben oui, tu peux conclure, on a le temps, puis comme ça va permettre de sortir sans restriction dans la discussion. OK. Qu'est-ce qu'on retient de cette étude-là? Ben, en fait, quand on réfléchit aux interventions communautaires, ben, c'est sûr qu'on sait, on est limité dans la capacité d'améliorer les conditions de vie des gens. Mais ce que ça a révélé, cette étude-là, c'est que même celles qui sont simples et qui semblent accessibles, comme les dons d'aliments, ben, peuvent exacerber les inégalités sociales si elles ne prennent pas en compte d'autres conditions de vulnérabilité. Comme on a vu pour les personnes âgées, on a vu pour des personnes, le don alimentaire n'est pas accessible. Fait que c'est important je dirais, on a beaucoup accordé de l'importance à l'accès géographique, hein? Donc, peut-être de modifier un petit peu notre angle de nos interventions qui sont portées vers l'accès géographique, plutôt vers l'analyse, donc prendre le point de vue des gens. Donc, l'analyse que les actions qui sont prises par les gens dans leur réalité, puis cette réalité-là, elle est complexe, elle est dynamique, puis d'essayer de se dire, ben, comment mon intervention peut s'insérer dans la vie des gens selon différents sous-groupes. Et c'est là qu'on peut faire une analyse, par exemple, bon, ben, OK, dans ma population, est-ce que j'ai des sous-groupes qui sont plus susceptibles de ne pas profiter de cette intervention-là? Puis, quelles actions de plus je pourrais déployer pour faire en sorte que mon intervention rejoigne aussi les plus vulnérables? Donc, si le revenu puis l'insécurité alimentaire ils sont reconnus comme la cause de l'insécurité, il faut aussi se questionner sur d'autres facteurs de vulnérabilité. On en a vu plusieurs dans l'étude. Donc, le statut de santé, la littératie alimentaire, l'immigration, le réseau social, les capacités physiques, qui viennent façonner les capacités d'agir des ménages puis leur situation. Donc, en plus d'un manque de ressources, ben, la vulnérabilité à l'insécurité alimentaire, c'est aussi marqué par d'autres facteurs d'inégalité systémique. Donc, voilà. Fantastique, merci beaucoup Geneviève pour cette présentation. Il y a beaucoup de contenu, puis tu as bien fait Oui. de noter que c'est étourdissant de voir toutes les données que tu as réussi à colliger. Mais avant de commencer les questions, je voulais quand même te communiquer un chapeau pour l'exploit digne de mention du recrutement de 467 participants en pleine pandémie. C'est Marie-Claude Gélineau qui lève son chapeau et beaucoup de cœurs qui appuient ce chapeau levé. Donc, je tenais à te le mentionner. Ensuite,
pour les commentaires, là, puis les questions. On peut y aller à main levée. Je sais pas, tu sais, j'aime ça. Il y a des questions que j'ai colligées dans le chat, mais je voulais savoir s'il y avait des gens sur le dessus de leur tête qui ont des questions qu'ils aimeraient poser. Parfait. Mais sinon, on a quelqu'un qui demande, est-ce que les données de la cartographie sont accessibles en données ouvertes? Non, non, on a publié des rapports, non, ils ne sont pas accessibles en données ouvertes. Puis de Parfait. toute façon, il faut, en fait, ces données-là, c'est pour 4 petits secteurs de la ville. Donc, c'est 4 petits voisinages. Puis nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé prendre ces petits voisinages-là, puis on a tracé un beigne, on a tracé un périmètre autour, puis on a mesuré les ressources alimentaires à peu près jusqu'à 1 kilomètre autour de ce périmètre-là. Donc, on ne l'a pas fait pour la ville de Montréal, là. C'est un travail colossal pour le faire pour Ben, l'ensemble de la oui, ville de puis tu sais, Montréal. c'est une mise à jour qu'on a faite à l'automne 2020 pour avoir un portrait plus réel de comment les gens ont été exposés en 2021. Mais tiens, on sait que tout ça a été quand même assez dynamique là, durant la pandémie, là, surtout pour les ressources communautaires. Ça a quand même continué à fluctuer à mesure que les commerces réouvraient ou se fermaient. C'est la même chose mais on a fait notre possible pour avoir des données avoir, euh, avoir des données environnementales le plus à jour possible. Parfait, merci. On va y aller avec la première question. Il y a M. François Comeau de Regroupement Partage. Oui, bonjour tout le monde. Premièrement, félicitations pour la recherche. C'est très intéressant, beaucoup de données. C'est vrai que c'est étourdissant à avoir ça en Oui, une demi-heure. On essaye de trouver nos repères un peu. Moi, deux oui. petites questions. La première, c'est que est-ce que vous avez considéré aussi le biais que donnait justement la pandémie, puis bon, qu'est-ce qui a suivi l'inflation en ce moment, et comment vous avez pu comparer, est-ce que vous avez comparé avec 2019 et est-ce que vous êtes venu à dire euh, que dans les années à venir ou dans les mois à venir, cette situation-là devrait perdurer puis peut-être être exacerbée par les situations qui s'en viennent aussi économiques et environnementales, etc. Donc, ça, c'est ma première question. Puis ma deuxième question, c'est justement comment vous avez rejoint les gens et comment les gens s'incluent dans un réseau d'entraide. Pas cette communication, mais cette recherche d'information-là n'est pas toujours présente dans tous vos catégories de personnes. Disons, les nouveaux immigrants vont peut-être être inclus dans un réseau d'entraide, tandis que la personne seule, elle ne sait pas que ça existe. Donc, est-ce que vous avez fouillé un peu comment les gens s'informent pour ces ressources-là? On sait que le 2 à 1 qui existe, mais est-ce qu'il y avait d'autres façons de s'informer de ces ressources-là accessibles? Bon, OK. Fait que il y a comme, en fait, vous avez 2 grandes questions avec plusieurs sous-questions. Donc, Ouais. en termes de biais COVID, ben en fait, nous, quand on a reçu cette subvention-là, c'était en 2019. La COVID n'était pas dans le radar du tout, là. Donc, il a fallu faire avec. Donc, il a fallu faire avec le contexte de la COVID. C'est qu'on a réalisé l'étude, la COVID est arrivée. Il a fallu tout refaire le protocole au complet pour prendre en considération qu'il y avait la COVID et là, de faire très attention à nos stratégies de recrutement, puis comme revalider certaines choses. Ce que ça nous a permis de faire, le fait de refaire le protocole, ben, tout de suite, on a fait comme une revue rapide de la littérature pour voir, bon, OK, c'était quoi les premiers chocs ressentis de la COVID et là, comme d'inclure certaines questions de l'impact de la COVID. Bon, est-ce que les gens avaient perdu leur emploi? Est-ce qu'il y avait une baisse de revenus? D'inclure des stratégies d'adaptation peut-être qui ressortaient. Mais en fait, par rapport à ce que vous dites, ce qu'il aurait fallu faire, ou en tout cas un type d'étude qui aurait pu être envisagé, là, c'est par exemple d'avoir une étude longitudinale, comme d'avoir des gens qu'on a recrutés avant la COVID, puis là, des suivre. Donc, ça, il y a une autre étude où je suis impliquée qui fait ça, où on a pu recruter 1000 personnes avant la COVID. La COVID est arrivée. Puis ça, ben, c'est un événement dans le milieu naturel, si je peux dire. Donc, c'est un marqueur extrême. Puis
Puis là, ben, on essaie de faire ce qu'on peut avec les données qu'on a, justement pour essayer de comparer comment les parcours ont pu changer avant et depuis. Mais dans mon étude, c'était pas possible. Parce que c'était une étude transversale. Donc, c'était une enquête, c'est un portrait à un moment donné. Puis ce qu'on peut faire, puis là, ce qu'on peut faire, ben, en recherche, c'est ce qu'on fait, c'est là d'aller voir, comparer avec la littérature scientifique. Donc, de voir qu'est-ce que d'autres études nous disent sur la sécurité alimentaire en général, comment les gens se débrouillent, les études qui ont été faites depuis la COVID. Puis là, de voir, bon, ben, OK, est-ce qu'on trouve des régularités? Est-ce qu'on trouve des similarités, des différences? Donc, c'est ce qu'on peut faire. Mais est-ce que vous pourriez dire que selon vos groupes que vous avez définis, ces groupes-là avaient ces mêmes stratégies-là avant la COVID et ils devraient l'avoir encore après la COVID? Et après la COVID et aujourd'hui, je parle. Mais en fait, les parcours de vulnérabilité, là, ça s'échelonne sur 3 ans. Donc, on avait quand l'escalier que j'ai pu vous montrer, là-dedans, c'est ce qu'on voit, c'est que, en fait, ceux qui avaient un accès stable aux aliments utilisaient plus ou moins de stratégies avant la COVID. Il n'y avait pas besoin. Puis, on commençait à utiliser des stratégies plus alimentaires depuis. C'est la même chose pour les participants qui avaient, disons, un manque épisodique. Ils utilisaient certaines stratégies, mais ils ont été obligés d'en ajouter. Puis les plus vulnérables d'entre eux, ben, ils utilisaient déjà beaucoup de stratégies et la COVID a fait très mal. Donc, c'est ce qu'on est capable, mais ça, c'est à travers les récits de vie. Donc, c'est vraiment en creusant en profondeur dans les histoires que nous racontent les gens mais ça, c'est pas dans l'étude quantitative qu'on peut voir toutes ces nuances-là au niveau de la dynamique. Tu sais, au niveau d'un fil temporel. Puis là, vous avez votre deuxième question qui m'a échappé. Comment est-ce... Oh, pardon, allez-y, j'avais noté. Non, Erika, tu peux dire aussi, c'est comment les gens s'informent d'une certaine façon de la disponibilité des ressources. C'était pas quelque chose qui était dans notre questionnaire. Nous, on posait des questions. Est-ce que vous allez dans une banque alimentaire? On avait toute une série de questions sur le type de ressources que les gens utilisaient, soit de l'aide, tu sais, comme, est-ce qu'il y avait de l'aide alimentaire pour les enfants à l'école? Est-ce qu'ils sont allés chercher des dons d'aliments, des bons d'achat? Est-ce qu'ils recevaient la carte proximité? Est-ce qu'ils allaient dans des cuisines collectives? Il y avait toute une série de questions qu'on posait sur un grand éventail de services. Puis là, ben, pour pouvoir traiter ça, on a regroupé comme certaines réponses en catégories. Donc, c'est ce qu'on a pu faire. Il n'y avait pas de questions sur est-ce que vous connaissez certains services? On demandait s'ils utilisaient. Ou comment vous avez connu certains services? Non, on n'a pas. Non. Okay. Mais peut-être que dans les récits, je ne sais pas, Marjolaine qui est ici, là, qui connaît la vie intime de 12 participants, je ne sais pas si les gens te parlaient de ça. Non, mais c'était pas vraiment. Moi, j'ai remarqué ceux qui n'ont pas mentionné les organismes qui sinon les connaissaient pas. Mais sinon, j'ai pas eu d'informations. Il n'y avait pas d'informations là-dessus parce que c'était pas nécessairement vers quoi l'entretien était axé. OK. Parce que vous-même, vous avez adopté une stratégie de recrutement pour aller chercher ces gens-là. Donc, vous êtes passé par un réseau, par du porte-à-porte. Non. Ben oui, mais en fait, c'est qu'on a voulu recruter des gens. On n'a pas recruté des gens directement dans des banques alimentaires. Ça, on voulait éviter ce biais-là. On a fait du recrutement dans la communauté. Vraiment. Fait que une de nos stratégies, c'était vraiment à travers la publicité. Donc, 2000 cartes postales par quartier, ça fait de la carte postale, ça, monsieur. Donc, 8000 cartes postales, puis beaucoup d'affiches. Donc, ça nous a permis de recruter. Là, plusieurs fois, on allait porter des cartes postales là, dans les secteurs chauds. Il y avait beaucoup de ménages à faible revenu. La stratégie de recrutement par les pairs, c'est à travers des intervenants qui n'étaient pas des intervenants d'organismes en sécurité alimentaire. C'était d'autres types de services de proximité. Donc, eux, ils agissaient comme
juste comme petite bougie d'allumage, là, comme pour commencer à distribuer des coupons. Et là, quand on avait des participants qui nous remettaient un coupon, on leur demandait s'ils pouvaient recruter aussi. Donc, à ce moment-là, on ne passait pas par les banques alimentaires. Puis après ça, on est allé sur le terrain. On a eu quelques listes d'organismes, mais pas d'organismes en sécurité alimentaire. C'était d'autres types d'organismes. Donc, on a vraiment tout fait pour ne pas recruter parce que justement, c'est un biais dans la littérature. Donc, souvent, la littérature, on va recruter les usagers des banques alimentaires, mais c'est pas ça qu'on veut. Ça, c'est un portrait de la réalité. C'est pas représentatif des gens qui n'utilisent pas les ressources. On a fait très, très, très attention à ça. Très bien, merci beaucoup. De rien. Et on va passer à la question de Marie-Claude Génaud. Salut, Rita. Allô? Bien. Alors, je voulais juste, en commençant, là, souligner les efforts et la détermination de toute l'équipe de recherche parce que, effectivement, tu l'as dit, Geneviève, mais tu sais, quand ça a été pensé, cette histoire-là, il n'y avait pas de pandémie en vue, là. Alors, ça a demandé vraiment de se retourner rapidement, puis j'ai été témoin là, des efforts pour recruter les participants. Triple chapeau, là. C'est vraiment hyper intéressant ce que vous avez fait. J'ai 2 questions. La Ouais. première, c'est, tu sais, ça semble être une base de données absolument très chouette, là. Est-ce qu'il y a Oui, on n'a pas fini. On n'a Ben, pas c'est fini. ça. Ma première question, c'est est-ce qu'il y a d'autres analyses qui sont prévues et quelles sont-elles? Puis ma deuxième affaire, c'est, tu sais, dans la conclusion, tu recommandes là, de s'assurer que les services, puis peut-être je dirais un peu tout croche, mais de s'assurer que les services qui sont offerts correspondent vraiment aux besoins là, ou aux caractéristiques ou au profil des gens. Tu sais, concrètement, là, si j'étais un organisme communautaire, qu'est-ce que je fais avec cette recommandation? Oui. Ben attends, ta première question était peut-être plus facile à répondre, mais Oui, je pense que elle oui. vient de m'échapper. C'était, c'est quoi les prochaines analyses que vous aviez Ah oui, prévues les prochaines analyses. ou qui sont Bon, souhaitées? là, nos fonds de recherche, ils sont épuisés. Mhm. Mais on a une base de données qui est quand même constituée, là. Il y a plusieurs pans de l'étude qu'on n'a pas encore analysés, c'est-à-dire, par exemple, la question du logement. Donc, on a toute une série de questions sur le logement. On a une chercheuse qui est spécialiste en matière de logement. On peut partager aussi les données avec la direction de santé publique, là. On va avoir une entente pour ça. Donc, on peut exploiter ces données-là et mettre ça en relation avec la sécurité alimentaire. On sait le logement, c'est la principale dépense. Donc, on a des données riches sur le logement, la qualité du logement, le nombre de personnes qui habitent les logements. Est-ce que c'est des logements qui ont besoin de réparations ou qui ont toutes sortes de problèmes? Bref, donc il y a des analyses qui peuvent se faire de ce côté-là. Donc, j'en ai pas parlé beaucoup parce qu'on n'a pas exploité ça encore. On a aussi toute une série de questions sur la littératie alimentaire. Donc, tu sais, pas parce que je veux faire, pas dans la mesure où il faut ajouter des interventions en littératie alimentaire, mais c'est quand même une hypothèse où, comme un facteur de résilience, d'avoir ces ressources-là internes, ces capacités internes, ça vient pas soulager l'insécurité alimentaire, mais ça permet peut-être d'utiliser des stratégies d'adaptation qui sont moins extrêmes. Donc, d'essayer de faire la relation entre un score de littératie alimentaire puis différentes stratégies d'adaptation. J'ai un projet de maîtrise qui est là-dessus. Mais oui, effectivement, là, il y a un paquet d'analyses qu'on peut continuer à faire. Là, on a comme ouvert la boîte, puis on essaie de creuser. Mais il y a plein de questions qu'on peut poser à cette base de données-là. Fait que ça, c'est la première question. Pour la deuxième question, en fait, si je pense à un éventail d'interventions à sécurité alimentaire, ben, exemple, les cuisines collectives ou les initiatives de marché, ben, on voit qu'elles semblent répondre à des besoins de certains groupes, mais pas tout le monde. Donc, tu sais, la carte proximité, les initiatives de marché, par exemple, avec ou sans carte,
ben ça répond à des besoins, à des personnes qui sont capables d'aller se chercher des aliments frais, qui sont capables de se les transformer, qui sont assez en santé pour aller se les procurer, mais pas tout le monde. Donc, les personnes âgées qui peuvent avoir une difficulté de mobilité ou des personnes qui n'ont pas nécessairement l'équipement chez eux, comme les hommes seuls qui vivent dans un 1,5 en chambre, de revenir avec 10 livres de carottes, bon, ou des grosses couches pas transformées, ils ont pas, ça répond pas nécessairement à leurs besoins. Eux, ce qui semble préférer, c'est quand justement, ils n'ont pas trop à préparer la nourriture. Donc, les soupes populaires, ça semble mieux répondre à leurs besoins. Puis ça répond peut-être aussi à un besoin de socialisation. Fait que, c'est ce genre de questions-là qu'on peut se poser. Une banque alimentaire, ben, il faut toujours bien prendre l'autobus, par exemple, ou en tout cas se déplacer pour aller les chercher, ces paquets-là. Fait qu'on fait juste réfléchir au quotidien de se déplacer pour faire la file, d'être admissible, etc., de revenir avec ses paquets, puis là, faire quelque chose avec ses paquets. Là, on est capable d'identifier que certains groupes vont pas maximiser ce genre de ressources-là par rapport à d'autres. Super. Ben, merci. Remercie beaucoup, Geneviève, pour ton Avec engagement plaisir. dans ce projet-là. Puis, je trouve ça intéressant parce qu'on est souvent sur des généralités Oui. en insécurité alimentaire. Puis, je trouve intéressant cette étude-là parce que ça nous permet de creuser puis d'approfondir encore plus la connaissance. Fait que merci pour tout ça. Fantastique. Merci, Marie-Claude. Je vais prendre une question qui avait été écrite dans le chat avant Annie. Il y a Catherine Cyr qui demande qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'il y a plus de profils je me démène dans les quartiers où l'accès au commerce et aux ressources communautaires est plus grand? Ben, en fait, ce qu'on réalise, c'est que à Faubourg-Saint-Laurent, dans le Centre-Sud, ben, on a certains types de profils qui vont utiliser les ressources, puis d'autres non. Là, qu'est-ce qui explique la non-utilisation des ressources? Ben, ça peut être, par exemple, le profil qui je proximise, mais on remarque que c'est plus des hommes, que c'est plus des personnes âgées. Ben, eux autres, ils n'auront pas tendance à jardiner, par exemple, ou ils auront peut-être moins tendance à aller dans les petits marchés, les petits kiosques maraîchers, où est-ce que c'est beaucoup des aliments non transformés, des aliments frais non transformés. Ils ne vont pas utiliser ces ressources-là. Le profil je me démène, il est un peu mystérieux, mais on a besoin de l'explorer un petit peu plus. Là, on n'a pas fini comme d'essayer de décrire qu'est-ce qui peut distinguer chacun des profils. Puis surtout, le je me démène, c'est lui qui me donne le plus de fil à retordre. Mais lui, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même un pourcentage plus élevé de travailleurs. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'ils ont l'impression que c'est pas pour eux. Que c'est pas pour eux, que c'est pour les autres. Mais c'est une impression, ça veut rien dire, mon impression. Mais c'est un peu ce que je voudrais creuser. Mais il y a quand même beaucoup de travailleurs, puis ils sont un petit peu moins en insécurité grave. Donc, tu sais, l'urgence de se présenter à une banque alimentaire puis d'y aller, ils sont peut-être moins au pied du mur. C'est vraiment des impressions à ce stade-ci, là. En fonction quand on compare chacun des profils. Mais le profil je proximise, c'est vraiment celui qui est le plus vulnérable. Excellent. On va prendre la main levée de Annie. Merci Geneviève pour la présentation des résultats. Je travaille à la CDC, fait que c'est la table de quartier de Centre-Sud, fait qu'on avait été approché par votre équipe pour faciliter la mise en relation avec les répondants. Fait que, j'ai comme deux questions, un commentaire, une question en fait. J'espère que toute la richesse des données, on pourra prendre le temps de les remettre
organismes qui ont participé ou tu sais, aux gens du quartier parce que je pense que ça peut être riche de le savoir. Pas que je veux faire fi des autres quartiers, mais tu sais, si on se concentre sur Sainte-Marie, je pense que ça peut être intéressant que tout ce transfert d'informations, de Oui. savoir puisse se faire auprès des organismes. Je sais que vous n'êtes peut-être pas rendu là dans dans votre processus, votre démarche, mais je vous invite à communiquer avec nous pour qu'on puisse redonner à la communauté ce qui a été fait, puis faire rayonner votre travail. Ça, c'était mon premier commentaire. Mon deuxième, c'est, je trouve ça intéressant, puis peut-être ça va répondre à la question de Catherine aussi. Nous, on est en plein planification stratégique de quartier. Évidemment, l'alimentation est ressortie comme un des enjeux, puis des thèmes majeurs. Et puis, ça se décline en deux enjeux que le quartier a identifiés comme prioritaires. Puis, il y en a un, c'est prix élevé des aliments du panier. Et le deuxième, c'est qu'il y a toujours l'existence puis le maintien du désert alimentaire, surtout dans le quartier que vous avez étudié. Fait que je trouvais ça, ma question, c'est par rapport tu sais, à tout ce que la recherche, puis ce que vous faites, les recommandations ou les observations, tu sais, vous avez passé rapidement. Est-ce Oui. que ils vont être communiqués parce que, évidemment, ça a tout rapport avec l'accessibilité géographique qui est liée aussi au manque d'information. Puis, pour répondre aussi à Catherine, j'ai l'impression, puis vous l'avez nommé, tu sais, les gens qui ne vont pas dans ces endroits-là, je pense que c'est vraiment parce qu'ils ne sont pas capables physiquement ou mentalement. Tu sais, des personnes âgées, mais des familles avec des poussettes, tu sais, de faire l'épicerie, ramener ça. Bref, il y a cet enjeu d'accessibilité géographique qui nous habite, puis nous, tu sais, on se questionne et on va se questionner dans les prochaines semaines sur comment on peut agir là-dessus en tant que communauté. Fait que je serais curieuse de savoir si il va y avoir je dis recommandations, je ne sais pas comment le formuler, là, suite à toute cette collecte d'informations, d'analyses que vous avez faites à partir des rencontres puis des profils que vous avez de gens que vous avez rencontrés. Mais d'abord, merci pour votre commentaire de transfert de connaissances à travers vos organisations. En fait, pendant qu'on est en train on est encore en train d'écrire le rapport, mais on a eu une demande justement je me rappelle plus quel organisme, pour qui avait certains résultats donc descriptifs. Donc, on a comme validé avec eux. Ils voulaient mettre en vitrine certains résultats de la recherche. C'est sûr que les échantillons, ils sont petits dans chacun des quartiers, fait que ce n'est pas des analyses qu'on peut faire de façon très approfondie, comme celle que je vous ai présentée. On ne peut pas refaire toutes ces analyses-là comme par quartier. Ce que je vous ai présenté, c'est des analyses quand même colligées, agrégées, mais il y a quand même moyen de mettre en lumière là, certaines caractéristiques qui seraient saillantes puis pertinentes pour vous, puis qui peuvent vous aider justement là, dans votre planification stratégique. Là. On n'a pas vraiment de méthode, là, mais on a reçu une demande, on y a répondu, puis on a comme validé un peu le texte que la personne voulait mettre en vitrine. Donc, ça, c'est possible. On va essayer de gérer ça du mieux qu'on peut. Là, pour la deuxième question, en termes de recommandations, comme je disais tantôt, il y a des personnes qui vont bien profiter des ressources qui sont déployées dans la communauté, puis il y a d'autres types de personnes qui vont moins en profiter. Puis là, c'est au lieu de se demander est-ce que c'est dans la communauté, oui, il y a un aspect d'accès physique, mais il ne faut pas juste penser à l'accès physique puis aux ressources de proximité. C'est un peu ça que j'essaye. C'est un peu le regard qu'on essaie de tourner. C'est comment l'intervention que je réfléchis, comment elle peut s'insérer dans la vie des gens et non pas comment les gens peuvent venir dans mon intervention. Donc, dans la vie des gens, là, on voit qu'il y a différents profils de vulnérabilité. Fait que, oui, il y en a qui ont des problèmes de mobilité, mais il y en a aussi qui s'est couplé avec l'isolement, un manque d'équipement chez eux, par exemple. Quel type d'intervention pourrait répondre à ces besoins-là?
Fait que là, peut-être on peut penser à des services de livraison, on peut penser à, oui, là, à proximité, par exemple, des espaces où les gens peuvent se rassembler, peuvent partager un repas. Moi, j'habite à côté du Chic Resto Pop, là, puis je peux vous dire que le Chic Resto Pop, il y a des gros line-up ces temps-ci, là, comme pour aller se chercher un repas complet à 4 piastres et demi. Donc, c'est ça, c'est de se poser la question comment est-ce que mon intervention s'insère bien dans la vie de différents sous-groupes par rapport à certaines caractéristiques qu'on a pu faire ressortir dans l'étude? Moi, c'est comme ça que je changerais l'analyse. Parce que, tu sais, pendant des années, oui, on a voulu contrer les déserts alimentaires dans les quartiers où il y avait peu d'accès, pas d'épicerie, peu d'accès aux fruits et légumes. Puis là, en mettant des belles initiatives de kiosques, ce qui est très bien, des aliments non transformés. Donc, c'est certains types de personnes qui vont profiter de ces interventions-là, pas tout le monde. Il y en a pour qui ça ne correspond pas à leurs besoins. Fait que c'est comme c'est se poser la question à l'envers. Ben, partir. C'est pour ça qu'on a parlé beaucoup d'agentivité, comment les gens agissent, comment les gens se dépatouillent, déploient des stratégies, justement comme pour aller dans le regard de comment se vit l'insécurité alimentaire, puis comment les gens sont capables ou non de déployer des actions. Fait que je ne sais pas si ça donne un petit coup de main. Oui et non. Ben oui, mais je vais arriver avec, dans le fond, on amorce notre réflexion par rapport à qu'est-ce qu'on fait comme quartier, comment on agit collectivement sur cet enjeu-là, puis c'est assez complexe. Là, c'est sûr que je me lancerai pas dans mon traditionnel éditorial sur les politiques publiques parce que je pense que c'est la sécurité alimentaire, c'est la mal-aimée de nos gouvernements, là. Mais bon, je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais tout prendre le temps des questions, puis je pense qu'on partage tous le même point de vue là. Fait que merci pour ta réponse puis les pistes de réflexion. Je vais ramener ça à mon équipe et à notre quartier. Merci. Plaisir. Fantastique. Moi, je permets d'un petit mini-commentaire, Geneviève, c'est vraiment, ton étude permet de voir les différences, les vulnérabilités, d'aller rentrer dans les différents sous-groupes, puis c'est quoi leur vulnérabilité, puis c'est quoi leur réalité, c'est quoi les besoins de chacun de ces sous-groupes vulnérables qui diffèrent tellement par rapport à la sécurité. Il y a un problème commun, mais la réponse est tellement différente par sous-groupe. Exactement. Qu'il faut avoir une pléthore d'activités, un genre d'éventail super diversifié de services dans chacun des quartiers. Est-ce que certains services peuvent être plus concentrés dans certains endroits, mais qui permettent, qu'on pense à de la livraison de repas qui peuvent être couverts par un organisme qui est peut-être plus central, mais qui permet d'assurer ce service-là à plus de monde, mais que des réponses comme des repas, puis après, on peut voir tout l'éventail des services en sécurité alimentaire, puis voir lesquels devraient être présents dans le quartier. C'est quoi les populations vulnérables qui sont surreprésentées dans chacun des quartiers? Puis essayer d'adapter les réponses en fonction de la présence de ces populations-là. Oui, ben en fait, c'est ça. L'étude montre que populations pauvres, ils ne sont pas homogènes, là. Ils ne sont pas homogènes. Ils sont tous pauvres. Après ça, là, on ajoute des couches de vulnérabilité, mais aussi, le côté positif, il y en a qui sont équipés quand même, qui arrivent quand même à se débrouiller. T'sais, ils ont des capacités, ils ont des ressources, ils ont un réseau, ils ont la santé, ils sont instruits, s'en sortent mieux. Puis là, quand on regarde ça de manière dynamique, bien, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a plein d'événements perturbateurs qu'il y avait dans la vie des gens, les récits que Marjolaine a analysés, c'est ça que ça met en lumière. Ça a mis en lumière une série d'événements perturbateurs, puis que là, quand tu vis des événements perturbateurs, ben, tes ressources et tes capacités, ben, tu t'essaies de gérer une menace. Fait que là, ben, tes ressources, ils
ils vont décroître. Tes capacités sont toutes utilisées à gérer ta menace. Fait que là, ben, tu sais, essayer de t'en sortir, c'est plus difficile là, de saisir les interventions qui peuvent être dans l'environnement à ce moment-là. On va y aller avec la question de Natalia Guevara qui demande: les récits de vie sont très intéressants et donnent une perspective différente à l'insécurité alimentaire. Nous utilisons souvent des statistiques, mais le côté humain de ces récits est très important. Pensez-vous publier une analyse de ces données qualitatives? Ben là, Marjolaine va déposer son mémoire. Donc, ça va être déjà ça. Éventuellement, ça va être disponible dans un registre papyrus de l'université. Mais oui, on est comme rendu à cette étape-là là, de regarder, bon, ben, OK, faire du découpage pour essayer de mettre ça en article et de le publier. On est en train d'écrire le rapport pour la direction de santé publique, qui était notre principal bailleur de fonds. Éventuellement, ça va être rendu disponible aussi. Mais les récits de vie, effectivement, ça nous permet de comprendre plus en profondeur. Ça donne aussi l'aspect dynamique, tu sais, on regarde la sécurité comme quelque chose de statique, la sécurité alimentaire, parce que, tu sais, c'est un chiffre, c'est un indicateur. Mais l'insécurité alimentaire, c'est un phénomène qui est dynamique, qui fluctue dans le temps. Elle peut être très courte, elle peut être épisodique, en dents de scie, elle peut devenir chronique aussi. Puis là, tout ça vient se croiser avec, justement, là, qu'est-ce qu'ils vivent les gens, c'est quoi les autres événements perturbateurs que les gens vivent. Puis à la fois, les récits de vie, moi, me fait reposer des questions à mes données quantiques. Ça me soulève des questions comme, ah, OK, est-ce qu'on a les données quantiques pour essayer de répondre à cette hypothèse-là qui vient d'émerger des récits? Fait que les deux, c'est la richesse d'avoir des devis mixtes. Comme chercheur, c'est bien intéressant. Natalia, est-ce que vous avez une question de rebondissement? Oui, merci Geneviève. Juste pour rajouter que oui, effectivement, des fois, on a comme un biais envers les statistiques, puis on a comme le reflet de penser que les statistiques vont mieux comme présenter la réalité ou que c'est une façon comme de faire de la recherche comme un peu plus avec plus de rigueur et tout ça. Mais ce que je vois dans votre cas, c'est que vous avez fait un travail qualitatif très important avec les récits de vie. Donc, c'est très important qu'on connaisse mieux Oui. ces expériences de vie et effectivement, comme Annick l'avait souligné, que ce soit comme aussi diffusé dans les secteurs communautaires parce qu'effectivement, c'est une autre vision, un autre point de vue. Parce que souvent, on regarde ces sujets trop du point de vue des chiffres et des statistiques, mais il faut effectivement Ouais. comme donner-les, reconnaître, comme regarder plus le côté humain de tout ça. C'est ça, merci. Merci. Sauter, il y a une question qui est liée à tout ça, puis on me demande: l'étude sera disponible quand et où? J'ai eu la réponse, Marjolaine va déposer son mémoire. Le mémoire va donc être disponible à ce moment-là, Éventuellement, oui. Puis là, on ne mettra pas de stress sur les épaules de Marjolaine. Je sais c'est quoi Non. déposer un mémoire. Ensuite, vous êtes en train d'écrire un rapport pour la DRSP. Est-ce que je peux faire une demande spéciale de nous garder au courant lorsqu'il y aura, peu importe les publications qui vont être faites pour que je puisse les diffuser à travers le site, puis qu'on Mais on se collabore parle assez avec souvent, les donc têtes de oui. réseau, que ce soit la DRSP, la CMTQ aussi, puis toutes les personnes pertinentes peuvent aider à diffuser ces rapports-là. C'est sûr que ça me fait plaisir de m'assurer que ça parte sur un maximum pour des maximum de gens, finalement. Oui. Fantastique, merci. Puis, il y a peut-être une dernière question, je ne sais pas si on se permet d'avoir le temps, mais il y a Marie-Claude Gélino qui a dit: avez-vous fait de croisement entre les répondants travailleurs et leur profil d'insécurité alimentaire? La question, c'est, j'en ai manqué comme un petit bout, là. Avez-vous fait un croisement entre les répondants travailleurs Oui. et leur profil d'insécurité alimentaire?
En fait, ceux qui étaient en insécurité alimentaire grave, là, de mémoire, c'était ceux qui étaient moins susceptibles de travailler, mais qui avaient les revenus les plus faibles, en tout cas. Je pense qu'on a pris le revenu parce que, comme le statut d'emploi, en fait, là, c'était comme corrélé, là, avec le revenu total. Mais en fait, on a pu voir dans les profils de pratique, là, comment les gens se débrouillent pour accéder à des ressources ou pas. On a vu que les travailleurs, ils sont dans 2 sous-groupes. Ils vont être dans le groupe des maximisateurs à distance ou dans le groupe je me démène. Une partie qui est dans le groupe je me démène. Merci Geneviève. En fait, c'était parce que, tu sais, on parle aussi souvent que maintenant, il y a de plus en plus de travailleurs qui se retrouvent en situation d'insécurité alimentaire. Alors, c'était un peu ma question, là, si c'était quelque chose qui se reflétait dans les données. Oui, bien, c'est à peu près comme le corps qui avait des revenus d'emploi. Mais est-ce que, parce que dans votre échantillon, il y en avait qui étaient en situation de sécurité alimentaire, c'est Il y en a principalement qui sont- ceux-là? Oui, mais non, mais c'est ça. En OK. fait, tu sais, en fait, c'est qu'il y a des gens qui peuvent être en insécurité alimentaire modérée grave, ils ne vont pas utiliser les ressources. Oui, oui, non, je comprends. Il y a des gens qui. Ben, c'est ça, il y avait une grande diversité de profils. Euh, Moi, ce que je vois le plus, là, c'est comment les gens, au niveau des pratiques d'acquisition des aliments, ceux qui travaillent, ils sont dans un. Ils vont comme essayer de maximiser les ressources. Ils ont des profils Ils vont aussi aller dans des banques alimentaires Mhm. parce que c'est là qu'on a le plus de personnes. Mais on a aussi ceux dans Je me démène qui ne vont pas dans les banques alimentaires. Puis que là, on a une partie de nos travailleurs. Mais la plus grande partie de nos travailleurs, dans l'échantillon, là, Mhm. sont dans ceux qui vont utiliser beaucoup les ressources communautaires, mais qui vont beaucoup aller dans les grandes surfaces. Donc, le profil maximisateur, qui vont se promener beaucoup pour. Ouais. Puis ceux qui sont prestataires de l'aide gouvernementale, ils vont se retrouver beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ceux qui vont maximiser ce qui est à proximité, puis ceux qui sont les plus fragiles. Fantastique. Ben, merci beaucoup, Geneviève, d'avoir pris le temps de nous présenter toutes ces données et de répondre à toutes ces questions. On aurait pu littéralement passer une journée, puis même plusieurs de cours d'université à s'en parler sans cesse. Donc, merci. Puis je vois que tout le monde est vraiment avide d'avoir la suite pour continuer à creuser toutes ces données-là. C'est fantastique. J'ai mis dans le chat un lien pour inciter tout le monde à évaluer le webinaire, si c'est possible de prendre 2 minutes pour nous donner vos commentaires pour qu'on puisse s'améliorer. Si vous avez des suggestions, on est toujours ouvert. Tous les webinaires de l'espace cuisine sont co-construits avec les acteurs du milieu. Donc, c'est vraiment selon les besoins, les questionnements, les partages de projets, de leçons apprises. Vraiment les gens qui nous approchent, qui permettent de construire ces webinaires-là. Donc, c'est par le formulaire d'évaluation que ça peut se faire. Et sinon, on a plusieurs webinaires qui s'en viennent, notamment sur l'insécurité alimentaire chez les personnes aînées, puis les réponses collectives qui peuvent être mises en place pour y répondre. On sait que l'insécurité alimentaire chez les personnes aînées est particulière et qu'il y a vraiment toute une réponse à avoir, un questionnement à avoir à ce niveau-là. On va continuer à parler de pôle logistique alimentaire à Montréal avec le collectif Récolte. Puis on va avoir justement, on a parlé d'études parcours. L'étude parcours, les résultats vont être diffusés, dévoilés le 25 mai. Donc, toutes ces invitations-là vont être envoyées par courriel. Et puis, vous allez bien sûr recevoir le document de présentation d'aujourd'hui et l'enregistrement dans les jours qui suivent. Donc, un énorme merci Geneviève d'avoir fait appel à l'espace cuisine et puis merci à tout le monde d'avoir été là. Ce sera un plaisir de vous revoir bientôt. Bonne journée.